Dans ce fléau flou, dans cette addiction au flou, le vrai, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Toute vérité est fiction. Toute vérité est construction. Et finalement, la vérité, j'appellerais ça une sorte de vérité contractuelle. C'est-à-dire que tu es d'accord sur la vérité, je suis d'accord sur la même vérité. 2 plus 2 égale 4 pour toi, 2 plus 2 égale 4 pour moi. Serrons-nous la main et nous établissons un contrat de vérité. Ton interprétation et la mienne concordent. Et la vérité, c'est l'intersection de 2 concordances de vision du monde. Voilà. Alors, le grand problème de cette vérité contractuelle, de ce vrai contractuel, c'est qu'il est intersubjectif. Il est subjectif, en fait. Et qu'on peut très bien se mettre d'accord sur des vérités qui ne soient pas vraies. Ça se voit avec les platistes, par exemple, qui est l'exemple le plus incroyable pour ceux qui gardent un tout petit peu un lien avec la connaissance vraie. La Terre est plate pour eux. Ils se mettent d'accord, ils créent des communautés, ils font même des bébés. Il y a des bébés platistes. Maintenant, ça crée des couples, ça crée des amours, ça crée des occasions de rencontres. On l'a vu avec les antivax. C'est une communauté qui se crée sur Internet. Les gens sont tellement esselés, sont tellement en concurrence les uns contre les autres, dans une solitude implacable, que le marché essaye après de monnayer via des biens de consommation. Ce sentiment d'esselement est comblé par cette quête d'une vérité. On appelle ça les vérités alternatives, qui sont évidemment l'autre nom du complot, du mensonge, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce premier cas du vrai, qui n'est pas vrai, c'est un vrai contractuel qui en fait dépend de l'adhésion commune à un même socle de croyance. Alors évidemment, là, c'est la porte ouverte à une posture totalement anti-intellectualiste, anti-scientifique, une posture où le délire est autorisé. Ça flirte très fortement avec évidemment la superstition, avec le New Age, avec le complotisme. Voilà. Et ça, c'est vraiment le plus grand trouble du fléau flou, le plus grand trouble de ce monde flou, et qui évidemment va aggraver le flou, parce que plus les gens s'imaginent que la Terre est plate, plus ça se répand, plus la vérité va osciller, et donc il va falloir à chaque fois revenir aux démonstrations scientifiques qui normalement étaient acquises. Donc il y a une sorte de détricotage de la culture commune. Ça détricote la culture commune. Et on le voit bien dans l'utilisation que fait l'extrême droite et le néonazisme sur le négationnisme. La remise en cause des vérités historiques de l'extermination des Juifs d'Europe de l'Est, cette remise en cause des chambres à gaz, etc., elle est tout à fait possible et facile si la vérité n'est plus de l'ordre du témoignage historique, de l'ordre de la documentation vraie, mais elle est de l'ordre de l'interprétatif. Donc on a affaire à un monde où le flou est assumé comme flou et où finalement il faudrait juste tomber d'accord. Et évidemment, on sait très bien, on tombe toujours d'accord par rapport à celui qui nous fait le plus rire. C'est pas pour rien que les humoristes et certains humoristes tombent dans le négationnisme, parce qu'en fait c'est un immense levier d'extrême droitisation de la société. Faire rire, créer de la légitimité, de l'acceptabilité, ouvrir la fenêtre d'Overton, ce qui permet de dire des énormités de plus en plus grosses. Et donc on a affaire au domaine de l'affect, et c'est vraiment ce que combat la philosophie. Au bout du compte, on crée des mythes, des légendes urbaines, des mythes, et on baigne dans ce que Platon dénonce, le moutos qui donne le mot mythologie, la fable, tout simplement la fable. Erasme le disait dans l'éloge de la folie, les êtres humains, en fait, ils ne veulent des fables, ils ne veulent pas la vérité. C'est des êtres fabulateurs, et ils veulent une belle histoire tricotée. Voilà. Et donc, le côté aride de la vérité, le côté sourcé, le côté presque scientifique, de l'extraction du vrai, de la conservation du vrai et du tissage des vérités entre elles pour produire de la connaissance, ce n'est pas sexy. Ce n'est pas sexy. On essaie de rendre ça sexy un peu à l'école pour donner envie de la vérité, mais ça ne marche pas. Donc, ce qui est très sexy, par contre, c'est de croire à des choses que la plupart des gens refusent, renient parce que fausses. Et du coup, on est un peu dans la posture du héros
seul contre tous, ou plutôt communauté contre la majorité, et on se place dans une sorte de minorité de ceux qui adhèrent aux vérités alternatives, et la posture victimaire de la minorité artificielle et la posture minoritaire de l'entre-soi, ça crée des liens extrêmement forts, et c'est le principe même de la secte. Toute secte fonctionne comme ça. Nous avons la vérité, le monde nous refuse, le monde dit que nous avons tort parce qu'en fait il fait partie du grand complot, et c'est en fait un phénomène sectaire, on le voit bien avec les dérives sectaires type QAnon, c'est-à-dire l'État profond, l'idée que la politique est agie par les Illuminati, par des groupements, tout le délire fait sur les francs-maçons, sur les réseaux, les reptiliens. On a affaire à cette vision sectaire, et les antivax ont beaucoup joué sur ce truc-là, avec Big Pharma, etc. Il y a des démons, le monde est peuplé de démons, et au bout du compte, ça rejoint la gnose, c'est le diable qui a créé notre monde. Et au bout du compte, on retrouve ça dans le complotisme, une vision assez gnostique, et puis un seul contre tous, héroïsant, très narcissique, et qui permet aussi de d'épater, et donc de se faire un nom très facilement sur les réseaux. On manie le scandale. Ensuite, il y a un deuxième vrai dans ce fléau flou, c'est le vrai commun. C'est le vrai qui est, on pourrait dire, culturel. Donc la vérité n'est plus contractuelle, elle est culturelle. Ce qui aussi pose problème. Parce que la culture se délite. Le flou va faire éclater la culture. Il n'y a plus de culture commune. C'est de plus en plus dur, même pour les professeurs, d'amener une culture commune, de parler de Darwin, de parler des expériences scientifiques. C'est extrêmement difficile, de plus en plus difficile, même jusqu'aux vérités historiques qui sont remises en cause aujourd'hui au lycée, au collège. Parce que cette culture est grignotée par cet émiettement flou de la vision contractualiste de la vérité. Donc la culture, je crois vraiment que c'est le fondement même, de la culture, c'est l'idée que nous sommes les héritiers des expériences du passé, et que nous pouvons partir non pas de zéro, non pas dans une logique de tabula rasa, de table rase. Nous n'avons pas affaire à refaire toutes les mathématiques. Ce que Descartes préconise dans son discours de la méthode, à savoir remettre en doute toute son éducation, c'est bien de le faire une fois dans la vie, mais aujourd'hui on est tellement loin dans tous les domaines scientifiques qu'à un moment il faut faire confiance. Il faut faire confiance à l'éducation reçue, remettre en question les choses, mais aussi faire confiance aux témoignages, faire confiance aux livres d'histoire. Douter, bien sûr, pratiquer un scepticisme critique, avoir un jugement critique. Mais le jugement critique doit aussi faire confiance. Et sinon, il faut refaire toutes les expériences scientifiques chaque jour dès que vous faites chauffer votre eau dans la bouilloire. Donc, cette idée d'une confiance de personnes bien intentionnées qui créent une culture commune, et que cette culture commune, on peut y ajouter notre pierre, on peut critiquer certains angles, mais on n'a pas à faire une table rase, elle est assez complexe aussi. Et pour moi, ce n'est pas la solution, parce que ça ne fait pas le poids par rapport à ceux qui disent viens dans mon monde de fausses vérités ou de vérités alternatives, tu vas plus jouir. Le critère de la jouissance, encore une fois, est fondamental. La culture ne fait plus jouir aujourd'hui. Le culturel ne fait jouir que les classes aisées. Pourquoi? Parce que la culture est encore un signe de distinction sociale, mais la plupart des gens n'ont pas accès à cette culture-là, et du coup se sentent rejetés et basculent du côté obscur de la vérité. Pour moi, la troisième solution, le vrai tel qu'il doit être manié, et qui du coup est une arme et un antipoison contre la vérité contractuelle, qui est en fait une sorte d'autorisation de délirer en commun, c'est le rationalisme. Rien que le mot fait peur aujourd'hui, mais il faut revenir à la raison. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'universel chez l'homme, chez la femme, chez tous les êtres humains, c'est la raison. Et quand je vois même des personnes de gauche critiquer le rationalisme, dire que le libéralisme c'est un usage trop rationaliste des choses, non. C'est de l'irrationalisme qui prend les aspects du rationalisme. Mais en fait, il faut revenir à la raison. Il faut être en fait beaucoup plus cartésien dans le sens le plus noble du terme. Descartes, la raison est la chose la mieux partagée du monde, le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Quiconque, toute la philosophie ne tient que par ça. Nous avons la possibilité de convaincre n'importe quel humain en utilisant des arguments rationnels.
alors ça ne va pas dans l'air du temps, hein, cette vérité philosophique, cette vérité fondée en raison, elle est longue, elle doit être sourcée, on ne peut pas dire n'importe quoi, on doit s'autocritiquer, il faut faire attention un peu à tout ce qui peut déformer notre jugement. Il faut bien sûr que ça passe par le dialogue, parce que ce n'est pas tout seul dans son coin qu'on trouve la vérité, mais c'est un dialogue non pas pour affabuler en concert avec d'autres sur Internet, mais pour vérifier ce que l'on dit, avancer, peaufiner, faire des diatribes, c'est-à-dire les arguments qui se frottent les uns les autres pour s'aiguiser, pour s'affiner, pour nuancer. Voilà, c'est une vérité de la nuance. Dans un monde flou, il faut arriver non pas à une vérité contractuelle complètement scandaleuse, la Terre est plate, waouh, complètement, alors on n'est pas dans la nuance, hein, c'est pas du tout dans la nuance. C'est pas non plus la vérité culturelle. On m'a dit que la Terre était plate, regarde, des grands auteurs ont dit, parce que celle-là, elle est fondée sur quelque chose qui est flou à la base. Et quand la confiance est rompue par rapport aux élites, par rapport aux sachants, par rapport aux experts, eh bien c'est très compliqué de maintenir. Et puis la culture, toute une certaine classe sociale en a fait un instrument de distinction. Et donc c'est extrêmement compliqué de dire hey, les gars, on va vous apprendre la culture. Ils sont partis ailleurs. La plupart, on a perdu beaucoup de monde avec ça. Il aurait fallu présenter la culture autrement à l'école, dans l'acte éducatif. Ça, c'est pas faire, on a loupé le coche. Et notamment le coche d'Internet. Donc il faut revenir à, au débat critique. Il faut revenir au débat critique, il faut revenir à l'idée que de la vérité patiemment élaborée, voilà, comme des articles dans Wikipédia. En Wikipédia, l'article ne va pas naître comme ça. Des experts, des passionnés vont parler, argumenter, s'autocorriger. Des fois, c'est scandaleux, on enlève des belles parties, on met n'importe quoi, mais au fur et à mesure, par un système d'autorégulation avec des règles connues de tous et en toute transparence, l'article arrive à quelque chose qui est plus opératoire que n'importe quelle encyclopédie faite par un expert. Si on prend l'idée même de l'encyclopédie, c'est-à-dire de ressources corrélées du savoir, de l'état du monde dans la vérité, l'encyclopédie, c'est le rêve de Diderot. L'encyclopédie, on peut voir 3 sortes d'encyclopédies avec les 3 vérités que je viens d'exposer. On a les Wikipédia délirants, complotistes. Alors là, vous avez les monstres, le triangle des Bermudes, les forces extraterrestres, toutes les vérités, tout ce qui fascine la foule, tout ce qui est à la fois scandaleux et à la fois on a envie d'y croire. Donc on est dans le mythe, des vérités mythiques. Et on peut avoir un Wikipédia il y a des Wikipédia dédiés à Tolkien, dédiés à Star Wars. Et c'est des Wikipédia, c'est des encyclopédies de monde fabuleux et on a envie d'y adhérer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a l'Encyclopédia Universalis, par exemple, qui est en ligne. C'est une vraie encyclopédie sur Internet, faite par des experts. Mais là, on est dans la vérité culture. C'est-à-dire que vous avez Albert Memmi, un grand philosophe, qui va écrire sur le racisme. Voilà, du haut de sa connaissance, il va signer l'article, et là on peut très bien dire, c'est ce qu'il pense lui, mais voilà, c'est l'idée de la vérité culturelle. Je dois accorder, une confiance dans la culture de quelqu'un qui est expert et qui va me délivrer son expertise. La confiance envers le professeur, envers celui qui connaît mieux et qui a consacré sa vie à un domaine. Et puis Wikipédia. Et moi, je plaide maintenant pour Wikipédia. Je pense que c'est très bien d'avoir l'Encyclopédia Britannica ou Universalis, mais Wikipédia, tout le monde y participe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde doit coélaborer la connaissance. Elle ne peut pas être élaborée seulement par des experts. Tout le monde veut participer, mais des systèmes de régulation en toute transparence, avec des arguments et avec un sourçage précis et des règles en commun. Donc, il faut revenir à la raison. Plus le monde est flou, plus nous devons faire de la raison l'instrument d'une concorde humaine. D'abord, s'entendre sur ce que l'on voit du monde, s'entendre sur ce qui se passe dans le monde, et puis après, peut-être, se comprendre, puis se mélanger, et puis circuler, et on rejoint le cosmopolitisme et l'universalisme.